Donc effectivement, pour que les salariés aient envie de retourner au travail, il faut qu'ils soient en confiance et pour ça, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Donc l'employeur devra mettre en place des mesures de prévention sur la base des principes généraux de prévention que je vais vous présenter juste après. On abordera également le document unique puisque c'est le document essentiel pour mettre en place ensuite un plan d'action. Et là, je vous donnerai des exemples concrets que vous pouvez mettre dans le cadre du Covid. Alors, l'employeur a pour obligation, d'après le Code du travail, d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs. Donc, pour la partie mentale, je laisserai la parole à Marie-Blanche par la suite. Et pour ce faire, il va mettre en place donc des mesures de prévention en se basant sur les principes généraux de prévention. Ces principes, ils sont au nombre de 9, qui sont hiérarchisés les uns les autres, et on va les appliquer du premier jusqu'au dernier en suivant cette chronologie. Donc le premier risque, on vous dit qu'il faut éviter le risque, c'est-à-dire en ce qui concerne le coronavirus, c'est d'éviter l'exposition des salariés à ce virus. Donc pour ça, le gouvernement l'a très bien fait par le biais du confinement. Maintenant, dans le cadre du travail, Salomé vous en a largement parlé tout à l'heure, la principale mesure lorsque cela est possible, c'est de faire le télétravail. Donc là, ça permet d'éviter aux salariés d'être exposés au risque. Lorsque le risque ne peut être évité, c'est-à-dire que si vos salariés sont obligés de revenir en présentiel, il va falloir évaluer les risques. Pour ce faire, vous avez le fameux document unique dont je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Et si vous l'avez déjà, il faudra donc mettre à jour ce document. Ensuite, donc, vous avez différentes étapes qui peuvent être faites. Je ne vais pas tous les détailler. Si on arrive à la planification, par exemple, des mesures, donc ça sera le fameux plan d'action qui va justement découler de ce document unique. Donc, je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure. On pourra également s'appuyer sur les PCA et PRA que vous a présenté Salomé, donc le plan de continuité ou de reprise d'activité, puisqu'il y a une partie déjà qui traite des risques à ce niveau-là, des risques liés à la santé. Ensuite, on verra que des mesures de prévention peuvent être prises. Alors, on va prioriser tout ce qui est mesures collectives dans un premier temps, qui sont quand même moins contraignantes pour le salarié. Et dans un second temps, si on n'a pas le choix, on arrivera aux mesures individuelles, les fameux masques et visières. Parce qu'on est d'accord que c'est plus facile de travailler avec un écran fixe plexi devant soi plutôt que de travailler avec une visière ou un masque sur la tête. Si on doit faire une journée complète de travail, on est quand même plus à l'aise sans le masque et la visière. Donc, on verra justement tout à l'heure quelques exemples. Et puis, le dernier principe qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce qui est instruction aux salariés. Alors, ça peut être par le biais des affichages des gestes barrières qu'on connaît tous maintenant, par le biais de formation sur le Covid ou autre, par le biais de coaching, dont parlera Marie-Blanche tout à l'heure. Voilà, donc ça aussi, c'est des mesures qui viennent en dernier ressort, certes, mais qui sont tout aussi importantes que les autres. Voilà, alors si je parle plus concrètement du document unique, c'est un document qui est obligatoire depuis le décret de 2001 pour toute entreprise, collectivité ou association dès qu'il y a un salarié. Ce document va retranscrire le résultat de l'évaluation des risques qui aura été faite au sein de l'établissement. Alors, il peut avoir différentes formes. En général, ça se représente sous forme de tableau Excel. Vous avez des outils qui peuvent vous aider à les créer. Vous avez un arrêté qui vous décrit précisément le contenu de ce document. Alors, une fois qu'il est rédigé, il doit être tenu à disposition des salariés, mais aussi du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents de la CRAM, donc Caisse régionale d'assurance maladie. Donc, toute cette personne-là peut demander à consulter ce document. Donc, autant dire qu'il vaut mieux l'avoir. C'est un document qui est évolutif. C'est pas juste on le fait, on le range dans un placard. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer régulièrement et puis que vous devez mettre à jour au moins, au minimum, annuellement, mais également lors de toute décision d'aménagement importante. C'est par exemple si vous faites une extension du bâtiment ou vous réaménagez les bureaux, etc. Et puis lors de l'apparition de nouveaux risques. Donc là, on est complètement dans le cas de figure avec l'apparition du Covid.
Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, vous devez impérativement remettre à jour votre document unique, même si vous l'aviez déjà mis à jour en début d'année, par exemple. Là, vous devez intégrer le risque Covid. Alors, il se compose de 5 étapes. La première étape, c'est tout ce qui concerne la démarche de prévention. Donc, plus concrètement, c'est le fait d'identifier au sein de votre établissement des unités de travail. Alors, des unités de travail, ça peut être très large, ça peut être des unités plutôt géographiques, et là, vous allez faire par bureau. Ça peut être lié aux différentes activités que vous pouvez avoir, aux différentes tâches de votre activité. Ça peut être fait par service, voilà. En fait, là, ça va vraiment être personnalisé en fonction de votre structure. Deuxième étape, on va venir identifier les risques auxquels sont exposés les salariés dans chacune de ces unités de travail. L'identification, elle se fait par le biais d'observation, par le biais d'entretien avec les salariés et par le biais d'une analyse de l'activité. Puisqu'on va prendre en compte à la fois ce qui va être fait au niveau de l'entreprise ou de la collectivité, mais également ce qui est fait sur le terrain. Donc, si vous êtes amené à aller sur des chantiers, chez des clients, etc. Une fois qu'on aura identifié, donc on aura nos lignes de risque, on va venir pour chacun de ces risques identifiés, le quantifier. Donc, l'évaluation peut se faire par différents critères, mais on a au minimum 2 critères qui sont imposés. C'est la fréquence et la gravité. Donc, la fréquence, c'est le nombre de fois que le salarié va être susceptible d'être exposé à ce risque. Donc, par exemple, ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, une ou 2 fois par an. Par exemple, si vous allez au local archive 1 fois par an, voilà, on aura ce type de fréquence. Et puis, en termes de gravité, donc là, c'est la gravité du dommage potentiel qui pourrait résulter de cette exposition au risque. Donc là, ça peut être par exemple de la bobologie ou bien un accident avec arrêt de travail, une incapacité de travail, voire malheureusement un accident mortel. Donc par exemple, si je reprends mon risque Covid, je suis confrontée à ce risque tous les jours, donc j'aurai une fréquence élevée. Et on le sait tous, malheureusement, c'est une maladie qui peut être mortelle, donc là aussi, j'aurai une gravité élevée. Derrière, en fait, ces évaluations des risques me permettent en fait d'obtenir un score qui vont derrière aider à hiérarchiser en fait les risques les uns avec les autres en vue de prioriser mes actions. Forcément, je vais agir sur celles où le risque sera le plus élevé. Et pour ça, donc pour chaque ligne de risque, je vais émettre des propositions d'action de prévention en tenant compte des mesures existantes. Je vais bien entendu déjà étudier ce qui aura été mis en place dans la structure pour essayer d'apporter des mesures complémentaires. Une fois qu'on a créé donc ça constitue notre plan d'action, on va pouvoir, en fonction des moyens humains, techniques, organisationnels et financiers surtout, je vais pouvoir voir sur quelle action je vais pouvoir agir, voilà, et le planifier en tout cas, et mettre des responsables en face de chaque action pour savoir qui sera responsable de mettre en place et de suivre ces actions. Donc, bien entendu, il faudra réévaluer régulièrement ce document, donc comme on l'a vu précédemment. Le but étant d'aller tout le temps vers une amélioration continue. C'est pour ça que je vous ai mis la route des Mignes sur le côté avec ce système qualité. Alors, c'est un document qui peut être rédigé en interne. Ça reste sous la responsabilité de l'employeur, mais vous pouvez également faire appel à un prestataire externe, comme par exemple les IPRP, donc intervenants en prévention des risques professionnels. L'avantage de faire appel à un prestataire extérieur, c'est que déjà, on a un regard neuf sur la situation, puisque vous avez tendance à passer devant les choses et ça devient une habitude. Donc, vous n'avez plus forcément ce regard critique, on va dire. C'est l'expérience que peuvent avoir les IPRP. L'objectivité, notamment au niveau de la cotation, ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est sa propre structure. Et puis surtout, un gain de temps parce que c'est un document qui est assez chronophage à mettre en place, à rédiger. Donc, ça peut aider de faire appel à un prestataire extérieur pour ça. Alors, c'est pas tout, comme je vous le disais, de créer ce document. Hein, c'est que vraiment, vous devez vous appuyer dessus pour mettre en place votre démarche de prévention. Donc, une fois qu'on a nos préconisations, on met en place le plan d'action. Et pour que ce plan soit efficace, pour que les mesures soient acceptées, il faut intégrer les équipes.
Donc, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement des équipes et qu'il y ait une acceptation de l'ensemble de la hiérarchie. Derrière, il va falloir revoir l'organisation, faire un plan de communication également pour pouvoir continuer cette évaluation des risques et donc prévenir les accidents de travail ou maladies professionnelles. La mission de l'IPRP ne s'arrête pas forcément qu'à la rédaction du document unique. Il peut être là également pour vous accompagner dans la mise en place de ce plan d'action. Alors, voici quelques exemples d'actions qu'on peut mettre en place dans le cadre du Covid, puisque là, c'est ce qui nous intéresse particulièrement en ce moment. Alors, quelques règles d'hygiène, bien entendu. Vous pouvez, par exemple, mettre en place une procédure d'accueil. Cette procédure, ça peut être, vous indiquez à toutes les personnes, que ce soit les salariés, les clients, les fournisseurs ou autres, tous ceux qui pénètrent dans votre établissement, vous leur demandez, vous mettez par exemple un pot de gel hydroalcoolique à l'entrée, vous leur demandez systématiquement de se désinfecter les mains. Et si vous avez souhaité imposer par exemple le port du masque dans votre établissement, ça peut être de mettre à disposition également un masque en demandant que toutes les personnes qui rentrent dans l'établissement se désinfectent les mains et portent le masque pour se mettre ensuite dans l'établissement. Il y a l'affichage du respect des gestes barrières. Donc là, vous trouvez des affiches types qui peuvent être faites déjà par le biais du gouvernement. Mais vous pouvez également créer vos propres affiches, les personnaliser, les logoter, les faire aux couleurs de votre établissement et surtout mettre des logos qui correspondent vraiment aux gestes et aux mesures, en tout cas, que vous avez prises au sein de votre établissement. Les techniques de lavage de mains, donc ça paraît bénin, mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas correctement se laver les mains et c'est bien dommage. Donc ça peut être intéressant de les placer au niveau des sanitaires, mais également à chaque poste où vous avez mis en place du gel hydroalcoolique. Le nettoyage et la désinfection. Donc là, il faut absolument créer un protocole de nettoyage et désinfection au sein de votre structure. Par exemple, le protocole national de déconfinement rappelle qu'il y a au minimum un nettoyage des sols une fois par jour et au moins 2 nettoyages des surfaces de contact par jour. Donc, surfaces de contact, c'est par exemple les poignées, les interrupteurs, les rampes d'escalier, les tourniquets qu'il peut y avoir, etc. Donc là, après, à vous de voir qui est en charge de faire ce nettoyage, à quelle fréquence, et est-ce que vous faites un tableau de gestion pour savoir qui s'en est occupé, etc. Et surtout, avec quels produits utiliser, puisque je vous rappelle qu'il y a des virucides normés pour lutter contre le Covid. Et ensuite, l'aération des locaux. Donc ça, bien entendu, on le fera durant la phase de nettoyage, mais également, il est recommandé d'aérer au moins 15 minutes 3 fois par jour les différents locaux de travail. Donc ça peut être plus en fonction de l'activité qui est exercée. Donc voilà quelques mesures d'hygiène. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Après, c'est vraiment du cas par cas. Au niveau de la distanciation sociale, donc ça c'est le mot à la mode en ce moment, mais effectivement il a toute son importance puisque c'est la mesure principale. Donc on l'a vu, favoriser au maximum le télétravail. Vous savez tous maintenant cette distance des 1 mètre. Alors c'est 1 mètre dans chaque direction, ce qui représente une surface de 4 mètres carrés par personne. Alors il existe tout un calcul à faire pour savoir combien effectivement on peut mettre de personnes dans une pièce en fonction de la superficie et de la surface utilisée. On va limiter du coup de ce fait le nombre de personnes par local. Je pense notamment aux réfectoires, aux sanitaires, mais aussi aux ascenseurs, où il faut penser à mettre un affichage pour dire le nombre de maximum de personnes autorisées à la fois. Éventuellement faire un système de rotation au niveau des horaires, de prise de travail, mais également de fin de travail, du coup, puisqu'on décale tout le monde. Peut-être faire des systèmes de rotation également le midi ou lors des pauses pour éviter d'avoir une accumulation de personnes en salle de repos. Mettre peut-être en place différents services également, sachant que tout ce qui est micro-ondes collectives, par exemple, sont à proscrire dans la mesure du possible. Il y a des choses comme ça qu'il faut éviter, donc à voir ce qui est faisable de faire. Peut-être éventuellement la prise de repas au poste de travail peut être une solution provisoire, sachant qu'il ne faut pas que ça crée de nouveaux risques. Donc attention aux risques bactériologiques, biologiques derrière. Donc pensez après à désinfecter le poste.
Le protocole national demande à ce qu'il y ait une circulation à sens unique de mise en place lorsque cela est possible, encore une fois, donc avec une entrée, une sortie et tout un cheminement, en fait tout simplement pour éviter les croisements de flux. Et puis le marquage au sol, bon ça vous l'avez déjà vu par différents biais. Et pour finir, donc l'organisation de travail, c'est bien entendu que chacun dispose de son propre matériel. Hein. C'est pas, on va pas chercher la graffeuse du voisin. Ça, c'est fini. Chacun doit avoir son matériel. Vous pouvez également fournir un kit Covid à vos salariés. Donc, par exemple, un kit avec un certain nombre de masques si vous l'avez imposé, ou en tout cas si c'est des personnes qui peuvent être proches du public. De leur fournir des petits flacons de solutions hydroalcooliques, un petit fascicule qui reprend les gestes, pourquoi pas des paquets de mouchoirs, puisqu'on dit que maintenant il faut utiliser des mouchoirs à usage unique, ça peut être également présent dans votre kit. À vous de l'adapter par rapport à votre établissement. Prévoir aussi attention au déplacement, puisque au-delà de 100 km, il vous faudra une autorisation professionnelle. Également pour tout ce qui est transport en commun, il faut que vous informiez vos salariés sur l'obligation du masque dans les transports en commun et leur donner l'attestation. Vous pouvez mettre en place également des protocoles pour tout ce qui est réception de courrier, comme quoi c'est une personne avec des gants qui ouvre et qui jette les enveloppes dans une poubelle, etc. Pareil, un protocole pour les visiteurs qui doivent bien s'identifier en cas de cas contact. Ça peut être important d'avoir les coordonnées de cette personne. Et enfin, de mettre en place une procédure de prise en charge pour les cas symptomatiques et les cas contacts.